Bonjour. Dans ce second épisode qui est consacré à l'onduleur, on va voir ensemble l'installation des MOSFET et du transformateur. Et puis après on fera les premières mesures et voir ce qu'on a à la sortie du transformateur. Mais avant ça, je voudrais répondre à quelques interrogations. Donc il y a eu pas mal de visiteurs qui m'ont laissé des questions en me disant mais quelles vont être les caractéristiques de cet onduleur? Est-ce que ce sera un pur sinus ou est-ce que ce sera un quasi-sinus? Voilà, quelle va être sa puissance, etc., etc. Donc on va voir tout ça en détail aujourd'hui. Et en réalité, je voulais simplement vous dire que des onduleurs, en réalité, je vais en concevoir deux. Le premier qu'on est en train de faire, c'est un quasi-sinus. Ce n'est pas un pur sinus. Donc vous allez avoir un signal de sortie qui est un signal plus ou moins rectangulaire. Alors il faut savoir que les quasi-sinus, ils ont certaines limites au niveau de leur possibilité d'utilisation. C'est-à-dire que si vous voulez alimenter un ordinateur et ce genre de choses, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et vous risquez même de le détériorer. Donc on va limiter l'usage du quasi-sinus à tout ce qui est résistif, des petits moteurs genre un ventilateur, de l'éclairage, ce genre de choses. D'autre part, je voulais vous dire aussi, si votre intention, lorsque vous suivez ces vidéos, c'est de fabriquer un onduleur moins cher que ce que vous trouverez dans le commerce, là aussi, lâchez l'affaire, on n'est pas au bon endroit. En fait, l'idée, c'est que si vous voulez apprendre, pouvoir comparer le principe de ces deux onduleurs, donc le pur sinus et le quasi-sinus, si vous voulez comprendre comment ils fonctionnent, etc., alors là, vous êtes à la bonne adresse. Mais si vous voulez faire des économies, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Eh bien parce que les fabricants, ce que vous trouverez dans le commerce, ça va coûter moins cher que ce que vous allez faire vous-même. Les fabricants, ils ont des accords entre eux, donc ils ont des composants moins chers puisqu'ils les achètent en grande quantité, etc., etc. Et la dernière chose, c'est qu'à partir de maintenant, on va travailler avec des tensions dangereuses. Donc on va travailler avec du 230 volts alternatif, dans ce premier onduleur quasi-sinus. Et ensuite, lorsqu'on verra l'onduleur pur sinus, on va travailler avec une tension de 230 volts alternatif et 350 volts continu. Et on verra pourquoi ce 350 volts continu. Donc vous faites très attention où vous mettez vos doigts, parce qu'à partir de maintenant, ça devient dangereux. Alors, je vous souhaite une bonne vidéo et j'attends vos commentaires, j'attends de lire vos commentaires et vos questions. Voilà, ceci étant dit, donc faites bien attention où vous mettez vos doigts, il y a quand même une tension dangereuse à la sortie du onduleur. Alors, dans la première vidéo, on s'était arrêté à la sortie des 4098, donc maintenant, comme vous voyez, j'ai rajouté deux transistors MOSFET IRF3205, et vous trouverez en lien dans la description de la vidéo le datasheet de ce transistor. Ensuite, j'ai installé un transformateur qui était à l'origine 220 volts avec deux secondaires 12 volts que j'ai monté à l'envers pour pouvoir avoir deux primaires 12 volts et un secondaire 220 volts. Au niveau des batteries, j'ai pas encore eu l'occasion d'acheter les batteries, donc j'ai installé ici mon alimentation 12 volts 10 ampères et on sera bien entendu limité par le courant de 10 ampères de cette alimentation en termes de puissance à la sortie de notre transformateur. Mais c'est pas bien grave parce que de toute façon cet onduleur qui est un pseudo-sinus ou un quasi-sinus, on va s'arrêter là. Je voulais vous montrer à quoi ressemble le signal de sortie. Je voulais vous montrer que c'est tout à fait possible, si vous avez besoin d'un petit onduleur de quelques centaines de watts, de le fabriquer de manière relativement simple, mais pour un usage tel qu'un petit ventilateur, des tout petits moteurs, de l'éclairage et ce genre de choses. Si maintenant vous devez piloter des circuits électroniques, il vaut mieux passer à un onduleur pur sinus. Alors voilà mon petit setup de travail. Donc tout d'abord, j'ai l'alimentation 12 volts 10 ampères qui remplace la batterie. Donc en attendant que je puisse acheter les batteries, je vais alimenter le onduleur avec cette alimentation. Cette alimentation amène le 12 volts d'une part sur les MOSFET. On verra en détail comment je les ai installés. Et sur le transformateur. Donc comme je vous l'ai dit, ce transformateur c'est un transfo 220 volts vers 2 secondaires 12 volts que j'ai monté à l'envers. Et sa puissance est de 500 VA.
Ensuite, le circuit de commande tel qu'on l'avait vu dans la première vidéo. Et sur ce circuit de commande, j'ai branché le premier scope, donc qui visualise les différentes impulsions qui commandent les MOSFET. Ensuite, j'ai un second oscilloscope sur lequel je rentre le signal qui sort du transformateur. Et comme vous pouvez le voir, c'est un signal rectangulaire, donc c'est pas du tout une sinusoïde. Et alors, en guise de charge, j'ai installé quelques spots halogènes. Je crois qu'il y en a pour une centaine de watts au total. Et un voltmètre alternatif sur la sortie du transformateur. Bien entendu, étant donné que je n'ai pas installé de régulation, en fonction de la charge qui aura à la sortie du transformateur, eh bien, cette tension va varier. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'intention de développer ce convertisseur plus avant, puisque on va passer dans la prochaine vidéo au pur sinus. Voilà comment j'ai installé nos deux MOSFET. Donc sur un refroidisseur, j'ai installé les deux transistors MOSFET sur des feuilles de mica, de manière à isoler électriquement le substrat du MOSFET du refroidisseur. Pourquoi? Parce que dans le MOSFET, électriquement, il y a une continuité entre le drain et le substrat. Et donc, si je ne les isole pas électriquement, ils vont être court-circuités, les deux drains vont être court-circuités à travers le refroidisseur. De même, j'ai placé deux petites vis en matière synthétique isolante. Alors, on a les deux signaux de commande qui viennent de notre 4098 avec une résistance de 220 ohms en série dans chaque commande. Alors, cette résistance permet de limiter le courant de sortie du 4098 qui est dû à la capacité parasite gate source de notre MOSFET. Et on a aussi les deux sources qui sont court-circuitées et qui sont mises à la masse. Alors à propos du transformateur, donc comme je vous ai dit, c'est un transformateur avec un primaire 220 volts et deux secondaires 12 volts. Et il a une puissance de 500 VA. Et donc ce transfo, je l'ai monté à l'envers. Moi je l'alimente via les MOSFET sur les deux enroulements 12 volts. Et je récupère à son secondaire le 220 volts. Alors, pour mesurer le 220 volts sur l'oscilloscope, j'utilise un probe différentiel que j'ai mis en x100. Donc, comme il y a un peu plus de 200 volts, ça me permet d'avoir un signal relativement faible au niveau du scope. Et comme vous voyez, donc on a un signal qui est presque rectangulaire, mais qui n'est pas très propre. Et donc, pour les applications qui m'intéressent en termes de onduleur, je ne vais pas du tout utiliser un onduleur avec un quasi-sinus. Donc, je veux un convertisseur avec un pur sinus. Et c'est ce qu'on va développer dans les vidéos qui suivront. Alors j'aimerais aussi attirer votre attention sur le courant qui est consommé au niveau de la batterie. Donc cette alimentation est censée représenter la batterie. Donc vous voyez ici, les deux allumes sont en parallèle, donc je consomme à peu près 7 ampères. 7 ampères pour avoir uniquement 100 watts à la sortie du convertisseur. Donc imaginez si on avait un convertisseur de 2000 watts, quel courant on devrait avoir à l'entrée batterie. Alors c'est la raison pour laquelle dans le prochain convertisseur qu'on va développer, donc le convertisseur sinus, pur sinus, je ne vais pas utiliser des batteries de 12 volts, mais je vais utiliser des batteries de 24 volts, ce qui va déjà diviser par 2, à puissance égale, le courant consommé sur les batteries. Alors comparons maintenant les deux systèmes. Donc vous avez d'une part le presque sinus, sinus modifié, quasi-sinus, enfin le convertisseur dont on vient de voir un exemple dans l'expérience précédente, donc où vous avez en fait un signal rectangulaire. Et vous avez un autre type de convertisseur qu'on appelle le pur sinus, qui lui va vous sortir une sinusoïde reconstituée, mais qui sera de très belle qualité. Alors, vous allez trouver chez à peu près tous les fournisseurs de convertisseurs un tableau un peu dans ce genre-là qui va vous dire pour tel ou tel type d'appareil, il est préférable d'utiliser le pur sinus. Donc si par exemple vous prenez les téléviseurs modernes LCD, plasma, les ordinateurs portables pour la plupart, alors les réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, c'est simplement parce qu'en fait ce sont ou bien des appareils qui demandent
un appel de courant au démarrage relativement important ou qui contiennent une bobine qui est relativement grande. Alors vous avez aussi les lecteurs CD, DVD modernes, les fours à micro-ondes, etc. Ben, eux, on vous dit qu'avec le quasi-sinus, ça va pas fonctionner ou ça va pas bien fonctionner ou vous risquez même de détériorer vos appareils. Par contre, tout ce qui est ventilateur, pompe à eau, convecteur, donc c'est un radiateur électrique, un tube cathodique, donc un téléviseur à tube cathodique, fer à repasser, donc c'est une bête résistance chauffante, éclairage à incandescence bien sûr, enfin tous les appareils chauffants. Là, vous allez pouvoir utiliser le quasi-sinus. Donc j'ai trouvé ce tableau sur le site Wateo, si vous voulez jeter un coup d'œil, il y a pas mal d'informations intéressantes sur l'usage des convertisseurs, comment les choisir, les batteries, etc. etc. Mais donc vous voyez que, en gros, vous avez le sinus modifié qui lui va être relativement simpliste au niveau de sa conception et donc nettement moins coûteux. Et vous avez le pur sinus qui lui va avoir une onde de sortie qui est vraiment sinusoïdale et qui va vous permettre d'alimenter pratiquement tous les appareils qui existent. Donc ça va être un critère de choix au niveau de ce principe. Alors moi j'ai décidé d'abandonner le principe du sinus modifié puisque ça ne correspond pas du tout au type d'appareil que je veux alimenter, qui est les appareils de labo et différentes choses. Et donc, à partir de maintenant, on va partir dans la conception et la réalisation d'un onduleur pur sinus. On va voir un peu comment ça fonctionne. Et vous verrez que c'est nettement plus compliqué, mais ça vous permet d'alimenter des appareils beaucoup plus divers. Voilà quelques informations sur le futur onduleur que je voudrais concevoir et réaliser. Donc, tout d'abord, ce sera un convertisseur pur sinus. La tension batterie, donc sa tension d'alimentation sera de 24 volts. La capacité des batteries, donc ce seront deux batteries de 12 volts montées en série avec une capacité de 100 à 160 ampères-heure. Ben, ça va un peu dépendre des prix des batteries et je verrai un peu ce que je vais utiliser à ce moment-là. La puissance crête du convertisseur sera comprise entre 2 et 3000 watts. Sa puissance nominale, minimum 1000 watts, peut-être 1500, on verra en fonction justement des différentes technologies qu'on va utiliser, les transformateurs que je vais trouver, etc. Les câbles batterie doivent être pour une longueur de maximum 1 mètre 6 mm ou pour maximum 2 mètres 10 mm. Mais je pense qu'on va plutôt avoir les câbles les plus courts possibles. Les bornes d'entrée seront des bornes M8, donc ça ressemble un peu à ça. Donc metric width, c'est le diamètre de la vis. Le fusible en série avec les batteries sera un fusible de 60 ampères. Donc c'est le même genre de fusible que ce qu'on utilise en automobile, mais une taille au-dessus, donc il est beaucoup plus gros. Le porte-fusible, voilà, ça permet de mettre des câbles jusqu'à 10 mm. Et alors, le sectionneur de batterie, que voilà, il permet de sectionner un courant de 275 ampères. Donc, évidemment, tout est surdimensionné, à part le fusible, bien sûr, tout est surdimensionné pour éviter tout échauffement. Alors, le schéma de principe d'un convertisseur pur sinus, donc à partir d'une batterie de 24 volts, on va d'abord avoir un premier convertisseur DC-DC qui va traduire le 24 volts en 350 volts continu. Et ensuite, on va avoir un deuxième convertisseur, ce sera un DC-AC, qui lui, à partir du 350 volts continu, va fabriquer du 230 volts alternatif. Et puis alors, on a donc la sortie 230 volts alternatif. Voilà, donc ça c'est pour le principe de ce qu'on va développer dans les vidéos qui vont suivre. Ainsi s'achève ce second épisode consacré à l'onduleur. Alors, dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens qui pointent vers les différentes planches explicatives, ainsi que les schémas, etc. Vous trouverez aussi les datasheets des différents MOSFET que j'ai utilisés pour cette application. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble le début de la conception d'un onduleur, mais pur sinus cette fois. Donc ce ne sera plus un quasi-sinus, ce sera un pur sinus. On va voir tout d'abord les différents principes qui vont être utilisés dans ce convertisseur et on verra aussi différents composants un peu particuliers comme des transformateurs haute fréquence et ce genre de choses.
Alors si vous trouvez mon travail intéressant, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et d'actionner la petite cloche. Ça vous permettra, vous, d'être informé lorsque je vais publier une prochaine vidéo. Et moi, ça me fait plaisir de voir que mon travail vous intéresse. Alors d'ici à ce que je vous lise, je vous souhaite bonne réussite dans vos projets et j'espère que vous continuerez à suivre la saga de réalisation de cet onduleur.